Donc, ça se veut également une interaction, une présentation interactive. Donc, je vous poserai également quelques petites questions. Essayez d'y répondre au moins pour ceux qui sont présents. Donc, voici mes conflits d'intérêt. Donc, comme vous l'a montré le professeur Sadoun, on parle plutôt aujourd'hui de syndrome de Bécet, comme pour beaucoup de maladies, pour rendre compte de l'hétérogénéité de cette pathologie, même si on peut essayer d'individualiser certains patterns. Et parmi ces atteintes, ben, l'atteinte ophtalmologique est relativement fréquente, 50 à 60% des patients. Et je le dis souvent, le symbole de la maladie de B7 dans les groupes d'études de la maladie de B7, c'est l'œil, parce que le pronostic fonctionnel, visuel, peut être mis en jeu par cette vascularite qui peut toucher donc les vaisseaux rétiniens, veines, artères, capillaires. On reverra entraîner une ischémie maculaire ou diffuse. Je poursuis la publication de David Sadoun dans le New England ben, pour montrer cette hétérogénéité de la maladie. Bien se souvenir pour les plus jeunes de ce qu'est un aft, avec un aspect bord frais, ce pourtour érythémateux. On a des patients qui ont des érosions, parfois post-bulleuses, des lichens érosifs. J'en ai vu très dernièrement et adressé d'un autre centre universitaire. Bon, on parlait d'aft et ce n'était pas des aftes, donc la prise en charge peut être différente sur le plan thérapeutique. Donc c'est vraiment l'atteinte putéomuqueuse qui est le plus fréquente, mais comme vous l'a montré le professeur Sadoul, on peut avoir des atteintes sévères sur le plan neurologique et vasculaire. Et donc retenez ici l'atteinte oculaire. Moi, je vous parlais essentiellement des uvéites, mais il faut savoir que la présentation initiale s'appelait manifestation ophtalmologique de la maladie de B7. Donc, on peut avoir beaucoup plus rarement des neuropathies optiques inflammatoires qu'on va traiter comme des neuro-B7, des atteintes des paires crâniennes, généralement peu sévères, et exceptionnellement des atteintes de la sclère sous forme de sclérite ou d'épisclérite. Donc, le cœur de la présentation, ça sera les uvéites avec un cas clinique d'un jeune patient. C'est souvent des jeunes patients masculins qui vient pour un tableau de vascularite rétinienne sévère avec une acuité visuelle à un dixième. Alors, on verra quel diagnostic on peut évoquer devant une vascularite rétinienne, mais le message, on y reviendra, c'est que les étiologies des vascularites rétiniennes se confondent avec les étiologies des uvéites postérieures. Et le message, également, c'est que les vascularites systémiques sont exceptionnellement responsables de vascularite rétinienne, sauf la maladie de B7. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des vascularites des petits vaisseaux, des connectivites devant une vascularite rétinienne, c'est vraiment exceptionnel. Comment diagnostiquer une uvite associée au B7? Bon, bien entendu, on le verra, il y a les signes extra-ophtalmologiques, mais il y a également surtout la sémiologie ophtalmologique, et on peut admettre parfois le diagnostic de B7 purement oculaire, tant la sémiologie ophtalmologique est évocatrice de ce diagnostic. Donc, on va parler un peu de sémiologie ophtalmologique et de sémantique. Donc, avec la sémantique, c'est l'anatomie, la chronologie, l'anatomie aussi avec la sémiologie, savoir si c'est granulomateux et la gravité. Donc, je le rappelle, on parle du vite antérieur lorsqu'on a une atteinte de l'iris ou des corps ciliaires, du véhite intermédiaire lorsqu'on a atteinte du corps vitré, du véhite postérieur lorsqu'on a atteinte de la choroïde ou de la rétine, et donc de pan-uvéite lorsque les trois segments sont atteints. L'uvéite est aiguë lorsqu'elle a une durée brutale et de durée limitée, moins de 3 mois. Elle va être récurrente lorsque les épisodes seront séparés par des périodes de plus de 3 mois en l'absence de traitement. Et quand l'uvéite dure plus de 3 mois, eh ben, on parlera d'uvéite prolongée. Je rappelle que le caractère granulomateux a une définition de sémiologie ophtalmologique et n'est pas une définition anatomopathologique. C'est l'existence de précipités dits en graisse de mouton, des nodules iriens et un message
le B7 et le B27 ne sont jamais granulomateux. C'est facile à retenir. B7, B27, jamais granulomateux. Toutes les autres étiologies des uveites peuvent être granulateuses ou non. B7, B27, jamais. Dans l'interaction qu'on a avec les ophtalmologistes, hormis des éléments de sémiologie, de chronologie, la notion de gravité est essentielle. Et ce qui est grave dans une uvéite, c'est essentiellement l'œdème maculaire et la vascularite avec l'ischémie, en particulier maculaire. L'hypertonie oculaire, sur le plus long terme, peut être un élément de gravité. En B7 et uvéite, quelle est la fréquence? Donc ça, c'est essentiellement des séries européennes pour coller à notre épidémiologie. Bien entendu, si on faisait l'étude au Japon et en Turquie, on n'aurait pas 1,8 à 6,1%. C'est pour coller à notre réalité. Notre réalité en particulier, c'est la dernière étude qu'on avait faite sur 912 patients qui étaient référés en médecine interne pour le diagnostic d'une uvéite. Et donc, on a 3% de BC. Ce n'est pas l'étiologie la plus fréquente, mais c'est une urgence, donc il ne faut pas louper le diagnostic. Alors, quelques mots pour l'uvéite du B7. On a vu à peu près 50%, plutôt des hommes, jeunes. L'uvéite est inaugurale dans 10 à 20% des cas. Donc, c'est là où on a le concept de l'uvéite de phénotype B7, puisqu'on n'a pas encore les aftes. Lorsqu'on a les aftes, l'uvéite se développe le plus souvent 2 à 3 ans après leur apparition. Il s'agit le plus souvent, je ne sais pas comment lutter contre ce bruit, euh, il s'agit le plus souvent d'une uvéite postérieure ou d'une panuvéite. L'uvéite antérieure est rare, c'est 10% des maladies B7. Des gens qui vont faire des uvéites antérieures, mais c'est vraiment pas les plus fréquents. L'atteinte est bilatérale, comme généralement dans la maladie systémique, dans 75, environ 75% des cas. Et la bilatérisation est assez précoce. C'est très rare que si vous avez une atteinte unilatérale, elle va survenir dans les 2 premières années, ça ne va pas être au bout de 5 ans. Le marqueur sémiologique, hormis euh, le caractère non granulomateux, c'est l'existence d'une vascularité rétinienne, le plus souvent veineuse, parfois artérielle ou mixte. L'œdème maculaire, qui peut être soit de nature inflammatoire, soit de nature ischémique, menace l'acuité visuelle. Et la cécité, c'est environ un patient sur 5. Et heureusement, grâce aux biothérapies, on a eu une nette diminution de cette conséquence fonctionnelle. Quels sont les facteurs pronostiques qui sont identifiés dans les études? Le sexe masculin, plus de 3 poussées par an, l'atteinte vitrène et l'œdème maculaire. Donc cette diapositive que vous avez déjà vue tout à l'heure, l'atteinte, l'uvéite antérieure isolée est possible dans 10% des cas. On dit classiquement que c'est une uvéite à hypopion, donc avec la présence de liquide en chambre antérieure, on peut voir à l'œil nu. Mais l'atteinte la plus fréquente, en fait, c'est cette uvéite postérieure ou panuvéite avec une vascularite rétinienne qui peut être le plus souvent veineuse et occlusive, mais parfois il peut s'agir de capillarite ou d'occlusion de branches veineuses avec cette complication d'un œdème maculaire. Donc on a vu que on avait plusieurs types de phénotypes maladie de B7 avec le phénotype cutanéo-muqueux-articulaire, le phénotype vasculaire, on a un phénotype oculaire, mais très souvent donc la présence d'aftes, comme on a pu le voir. Donc, quelles sont les étiologies? C'était ma question des vascularites rétiniennes. Ce sont les étiologies des uvéites postérieures, qu'elles soient de nature infectieuse, virale, bactérienne, parasitaire. Dans les étiologies inflammatoires, il peut s'agir de maladies ophtalmologiques et on retrouve les étiologies des uvéites postérieures et des panuvéites. Il peut s'agir de maladies de système et on retrouve les étiologies des uvéites, c'est-à-dire le B7, la sarcoïdose et la sclérose en plaques. Et on voit les maladies systémiques qu'on met dans notre esprit dans le groupe des vascularites, c'est beaucoup plus rare. Vascularite systémique, connectivite, le SUSAC.
Et puis enfin, bah, il y a à peu près 4% des patients qui ont des vascularites rétiniennes considérées comme idiopathiques, qu'on ne peut pas mettre dans un cadre étiologique. Alors, on peut s'aider sur notre avancée diagnostique sur le type de vaisseau atteint. Les vascularites veineuses, c'est plutôt la sarcoïdose, le B7 et la sclérose en plaques. Les vascularites artérielles, on a avant tout le B7, mais on retrouve les vascularites systémiques. On peut avoir également des nécroses rectiniennes d'origine virale. L'existence d'infiltrats rétiniens est un autre élément sémiologique qui est très évocateur de maïs B7. Maïs B7 est une rétinite, la sarcoïdose est une choroïdite. Donc ça peut nous aider. Les rétinites nécrosantes, elles sont soit de nature infectieuse, soit liées au B7. Et ce qui fait la gravité de la maïs B7, eh ben, c'est ischémie rétinienne. Donc on cède de la sémiologie vasculaire, donc avec l'angiographie en particulier à la fluorescéine, qui explore la rétine. L'angiographie qu'on appelle au verre d'indocyanine va plutôt explorer la choroïde. On peut s'aider également de signes associés avec d'autres types d'inflammation ou d'autres signes cliniques sur le plan neurologique. Le B7, on a vu la sémiologie. La sarcoïdose, ce qui va vous aiguiller, c'est le caractère granulomateux qui est présent dans 50% des cas. On a vu que lupus et connectivite, c'est plutôt des rétinites avec des ischémies. Les vascularites systémiques, si vous devez retenir la vascularite systémique, l'atteinte ophtalmologique, c'est surtout des sclérites ou des pseudotumeurs inflammatoires pour la granulomatose avec polyangite. La sclérose en plaques a une sémiologie ophtalmologique qui se rapproche davantage de celle de la sarcoïdose. On pose rarement la question d'une maladie B7, avec parfois un caractère granulomateux, au moins 50% des cas, et des petites vascularites veineuses. Le syndrome de Susac, c'est une pathologie assez exceptionnelle avec une atteinte cochléo-vestibulaire encéphalique, et sur le plan vasculaire rétinien, on a des occlusions des branches de l'artère centrale de la rétine. Quels vont être les diagnostics différentiels? Devant une uvite à hypopion, la principale étiologie d'uvite à hypopion en France, c'est pas le B7, c'est le B27 en termes de fréquence des patients. Ce sera en Turquie, au Japon, ce serait différent. On peut avoir des uvites à hypopion liées à des infections ou à la rifabutine. Lorsqu'on a une uvite postérieure avec vascularite occlusion veineuse, ben on retrouve surtout la sarcoïdose et la sclérose en plaques. Rétinite nécrosante, on a vu, c'est infectieux. Et le B7. Donc c'est un travail qui a été fait de mémoire, peut-être en 2012, et c'est un ophtalmologiste qui s'appelle James Rosenbaum qui avait regardé les étiologies euh, des vascularites rétiniennes. Donc le message est dans le titre. Un patient qui a une vascularite rétinienne a exceptionnellement une vascularite systémique. Donc, on avait sur 1390 patients, 11 patients, vous faites le calcul, ça fait moins de 1%, qui avaient une vascularite systémique. Et quand vous regardez les étiologies, eh ben, vous retrouvez les étiologies des uvéites postérieures. Alors, comment peut-on faire le diagnostic d'uvéite de la maille B7? Il y a eu un effort sur le plan international de classification des uvéites en 2020, fait par des experts, euh, à partir donc d'analyses de données, et on classe, on ne diagnostique pas un patient ayant une maladie B7 devant une uvéite compatible, caractère non granulomateux, la vascularite, les infiltrats rétiniens, un patient qui remplissait les critères de diagnostic systémique d'un B7, et on admettait, comme toujours dans les uvéites, la négativité de la sérologie syphilitique et l'absence d'argument pour une sarcoïdose. Il y a un travail qui a été fait également par un collègue turc sur le concept
de maladies de B7 purement ophtalmologiques, prenant en compte des éléments de sémiologie ophtalmologique, existence d'une hyalite, caractère granulomateux qui éliminait le B7, l'existence d'infiltrats rétiniens, puis l'atteinte vasculaire, pour avoir donc des probabilités pour classer les patients. Alors, notre patient, il a cette vascularite rétinienne, une aphthose buccale, une pseudofolliculite, une sérologie syphilitique négative, une radio pulmonaire normale. À cet âge-là, ça permet d'éliminer le diagnostic de sarcoïdose. Quel traitement vous lui proposez? Voilà, je poursuis. Donc, c'est effectivement un patient qui a une maladie de B7 avec une vascularite rétinienne grave. C'est une urgence thérapeutique. Il faut taper fort. Donc, et on en discutera, le positionnement de l'infliximab versus l'adalimumab. Donc, effectivement, la proposition, c'est des anti-TNF-alpha et une corticothérapie systémique. Donc, les recommandations sont relativement anciennes, hein, les recommandations sur le plan, en tout cas, européen, datent de 2018. Donc, premier message, il faut discuter avec les ophtalmologistes parce que une vascularite rétinienne périphérique distale, c'est pas la même chose qu'une vascularite des gros troncs avec ischémie maculaire. Et c'est pas vous qui allez analyser l'angiographie et le fond d'œil. Donc, il faut clairement ne pas hésiter à prendre son téléphone pour savoir ce qui est vascularite périphérique pas grave, corticoïde, azatioprine, grave, moindre doute, anti-TNF. Donc, chaque patient qui a une uvéite avec une atteinte du segment postérieur doit recevoir corticoïdes plus autre chose. Azatioprine, cyclosporine, c'est pas grave. C'est grave, anti-TNF ou interféron. Il y a des pays où il n'y a pas les anti-TNF. C'est là qu'on va utiliser l'interféron. Globalement, l'interféron agit un peu moins vite, peut-être un peu moins fort. Donc, on reste ici, chez nous, avec l'accès aux anti-TNF à l'infliximab. Donc, c'est ça, les corticoïdes doivent être utilisés uniquement avec de l'azatioprine ou un autre immunosuppresseur. Lorsqu'il y a une atteinte sévère, bolus de corticoïdes, infliximab ou interféron, c'est ce que je viens de vous dire. Lorsqu'on a une atteinte unilatérale, en complément du traitement systémique, on peut faire un traitement local. Alors, je ne dis pas que je l'aurais traité comme ça. On l'a traité comme tel. On l'a mis sous adalimumab. Personnellement, j'aurais plutôt choisi de l'infliximab. En gros, on verra, il y a une étude rétrospective qui montre, enfin, qui suggère, le niveau de preuve est très faible, hein. On est dans le travail rétrospectif, mais il montre que ça marche. Quand on est dans l'épargne cortisonique, je pense qu'on peut tout à fait faire de l'adalimumab, mais devant une atteinte menaçante, infliximab. Donc, on le traite par adalimumab, corticoïde et azatioprine, pendant 6 mois, et on arrête l'adalimumab. On le laisse sous azatioprine et corticoïdes, et il rechute. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette prise en charge? Exactement. Le message, c'est que le maintien de l'anti-TNF pour une uvite du B7, c'est 2 ans. 2 ans. Pour une uvite inflammatoire non infectieuse, c'est 1 an. C'est les recommandations du PND, ça. Donc là, je pense qu'il ne fallait pas arrêter. Quel traitement proposez-vous à ce patient? Anti-TNF, interféron était une autre option. Comment définir la rémission? Absence durable, au moins 2 ans d'activité inflammatoire sous traitement. Donc on maintient les anti-TNF 2 ans. Il ne faut pas qu'il y ait d'atteinte extra-ophtalmologique évolutive. On a diminué la corticothérapie. C'est à ce moment-là qu'on envisagera la désescalade thérapeutique. Un point important que je voulais souligner avec vous, c'était quand même quand vous avez un patient sous anti-TNF qui va faire une poussée inflammatoire de sa maladie, que ce soit dans l'uvite du B7 ou dans d'autres pathologies, bien penser au monitorage pharmacologique. C'est-à-dire que si un patient est en échec, il peut s'agir soit d'une concentration insuffisante,
soit le développement d'anticorps antimonoclonaux. C'est un patient, en tout cas, qui est en échec thérapeutique. Donc, vous voyez que son taux résiduel d'adalimumab était très faible, sans immunisation. Donc là, par exemple, dans cette situation, bah, vous allez rapprocher. C'est quoi cette dénonciation? Alors, pour lui, la bonne réponse, c'est pas ça. Je ne peux pas en dire plus, mais c'était une problématique de pharmacocinétique. Parce qu'il y avait une obésité majeure, et c'est ça. Mais effectivement, il y a toujours la question, quand on fait un traitement par voie subcutanée, même si on peut ouvrir la porte à l'infirmière, de l'inobservance. Et c'est dans ces situations, vous avez un doute, passez à l'intraveineux. Alors, bien penser au monitorage. Quand on a développé des anticorps, on peut soit switcher ou passer à une autre biothérapie. Lorsqu'on n'a pas d'immunisation, généralement, pardon, pas d'immunisation et des anticorps et une concentration basse, ben c'est là il faut rapprocher, comme on peut faire chez ce patient. Situation qu'en théorie, on ne peut pas avoir, c'est des anticorps et une concentration normale ou élevée, ce serait étonnant. Et la situation où les gens sont immunisés, ben, il faut plutôt, donc, ne sont pas immunisés, pardon, je vais y arriver, il faut plutôt switcher et utiliser en particulier les anti-L6. Donc, ce patient, on a décidé de le mettre sous interféron, mais je suis totalement d'accord, on aurait tout à fait pu reprendre à l'anti-TNF. Alors, comment traiter une uveitis associée au B7? Ben, l'enjeu, il est multiple, mais s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est maladie de B7 égale calme oculaire. Vous voulez que votre ophtalmologiste vous dise, je n'ai aucun signe d'activité. Parce que la maladie B7, il persiste une discrète inflammation résiduelle. On peut avoir des poussées sévères de vascularité rétinienne. Mais les enjeux, donc, c'est lutter contre l'inflammation, éviter l'œdème maculaire qui menace l'acuité visuelle, euh, lutter contre les complications de l'uvéite et, bien entendu, préserver la qualité de vie avec la iatrogénie et les effets secondaires des traitements. Alors, c'est David Sadoun qui, a plusieurs années, a fait un papier qui est à l'origine de l'utilisation de l'azéatioprime dans euh, la maladie de B7, mais avec comme message que quand il y a une vascularité rétinienne, eh ben, ça marche moins bien. Alors, il y a vascularité rétinienne, pour en avoir discuté avec lui, et vascularité rétinienne. Quand vous avez une vascularité rétinienne périphérique pas très intense, vous n'allez pas mettre votre patient sous anti-TNF. Mais dès que l'atteinte est menaçante, il faut mettre des anti-TNF et pas utiliser l'azatioprine. Alors, la cyclosporine, on vous en a parlé tout à l'heure dans les essais de Zhong. En gros, ça marche, mais ça marche moins bien. Il y avait une étude comparative entre cyclosporine et cyclophosphamide, donc qui était à peu près équivalente. Mais déjà dans ce travail de Cotter en 2016, on voyait que la cyclosporine marchait moins bien que l'interféron. Donc, ce qui est retrouvé dans le travail de Zhong qui vous a été présenté. Donc, c'est un traitement, c'est pas un traitement d'urgence, c'est pas un traitement d'atteinte grave, et c'est souvent un traitement qu'on va utiliser quand le reste ne marche pas. Euh, Anti-TNF, anti-L6, interféron. Donc on arrive au bout, hein. Et heureusement, c'est assez exceptionnel qu'on arrive en quatrième ligne de traitement. Alors, il y a un produit qui me paraît très intéressant, c'est l'interféron. Alors l'interféron, sa particularité, c'est celle-ci. C'est que lorsqu'on arrête le traitement, au bout de 2 ans, il y a une proportion relativement importante ici de 75% des patients qui vont être en rémission à l'issue de l'arrêt du traitement. Les mécanismes, je ne les connais pas, mais alors que les anti-TNF ont plutôt un effet suspensif, avec un taux de rechute qui est plus important, l'interféron peut être donc une bonne option thérapeutique. Il s'agit moins vite que les anti-TNF, donc ce n'est pas ce qu'on utilise en premier. Donc la littérature, il y a plein d'études, essentiellement en Allemagne et en Turquie. Il y a une étude française avec des schémas d'utilisation extrêmement variés.
voyez, le taux de réponse est quand même très intéressant, aux alentours de 90%. La particularité, c'est l'absence de rechute sous traitement, mais la particularité également, c'est la tolérance. Et en particulier, le syndrome grippal, on a parlé de la dépression de l'après-mila, l'interféron, c'est autre chose. Parfois des cytopénies, des manifestations auto-immunes, plus rarement. Donc, le problème, c'est celui de la tolérance. Alors, les anti-TNF, donc, ils sont utilisés depuis très longtemps dans la maladie de B7. Donc, il y a une publication ancienne déjà qui montrait que ben, ça marchait très bien. Et à l'époque, donc c'était en 2011, ben, on avait surtout utilisé l'infliximab versus l'adalimumab. Et on voit que vous avez à peu près 90% de réponse avec les anti-TNF. Et la particularité, c'est que ça agit très vite. Et globalement, en quelques heures ou en quelques jours, vous avez une réponse. Et ça, vous ne l'avez pas avec les anti-L6. Vous ne l'avez pas avec l'interféron, cette rapidité d'action. Et presque tous les patients ont répondu à un mois. Le tocilizumab, on admet qu'on va se donner jusqu'à 3 mois. Alors, une étude qui a été faite par nos collègues espagnols pour tempérer mon propos, qui a comparé l'infliximab versus l'adalimumab dans des UVI du B7 réfractaires, 177 patients. Et dans cette étude, on avait l'impression que l'adalimumab marchait un peu mieux que l'infliximab en termes d'inflammation de chambre antérieure, d'amélioration de la hyalite, d'acuité visuelle, avec une meilleure tolérance. Mais lorsqu'on a vraiment, je vous dis, une vascularité rétinienne grave, il vaut mieux utiliser l'infliximab. Là également, c'est un travail qui avait été fait par Hélène Vallet de l'équipe de David Sadoun, un travail toujours rétrospectif comparant les deux où on avait une efficacité similaire. Mais la publication la plus récente, toujours du registre euh, euh, UVB, UVI de biothérapie, euh, qui a comparé l'infliximab versus l'adalimumab dans les UVI menaçantes, montre une supériorité de l'infliximab. Donc on en reste toujours, même si j'ai montré des données un peu différentes du registre espagnol, dans nos pratiques et à l'utilisation de l'infliximab dans les uvéites menaçantes. Quelles sont les autres options thérapeutiques? Le tocilizumab. Il y a David Sadoun, mais ce n'est pas son propos, vous a parlé de l'essai UVB, Ruby, pardon. Il y a un essai qui va comparer dans les UVI du B7 l'adalimumab au tocilizumab. Euh, Ce qui paraît intéressant, c'est l'efficacité du tocilizumab lorsqu'on est devant une problématique d'œdème maculaire. Le tocilizumab paraît supérieur, toujours un travail rétrospectif, aux anti-TNF, probablement par une action d'un point de vue mécanistique au niveau de la barrière hémato-rétinienne et non plus par un mécanisme anti-inflammatoire. Donc aujourd'hui, on utilise assez souvent quand la problématique est avant tout celle de l'œdème maculaire, donc un œdème maculaire inflammatoire versus ischémique, le tocilizumab. Donc David Sadoun nous a parlé du PHRC Ruby, qui a comparé l'adalimumab au tocilizumab. Les premiers résultats préliminaires ont été présentés au congrès de Paris en décembre et montrent que c'est à peu près kiff-kiff, mais quand on regarde en sous-groupe l'œdème maculaire, on retrouve une efficacité qui paraît supérieure avec le tocilizumab. Donc les anti-L1, très peu de données, 7 patients. Donc ça peut marcher initialement, mais il y a des rechutes fréquentes, donc on oublie. Les anti-L17, je vais passer également avec un premier résultat qui est l'étude SHIELD, euh, où en gros, vous voyez le taux d'efficacité avec le sécukinumab toutes les 2 semaines, toutes les 4 semaines, ou le placebo qui est équivalente. Donc en gros, ça ne marche pas
pour les uveites du B7 ou pour les uveites en général. Une autre étude INSURE avec les mêmes résultats, avec une étude qui a été arrêtée suite aux résultats intermédiaires. Donc, les anti-L17 sont peu efficaces. En ce qui concerne les imiteurs de JAK, David Sadoun vous a présenté cette étude. Alors, quand on regarde en détail le phénotype des patients, et j'ai regardé à plusieurs reprises, il n'y a pas de patients euh, qui, a- qui ont une atteintes oculaires. Il y a une publication récente dans un journal d'ophtalmologie à propos de deux patients qui ont été traités donc, par l'upadacitinib pour des B7 réfractaires aux anti-TNF. Donc, on est pour les JAK inhibiteurs dans les uveites, pour l'instant, un positionnement à la fin de la fin. Et hors maladie de B7, en tout cas, l'impression que ces molécules ne sont pas très efficaces. Donc, vous avez déjà vu cette diapo, mais bon, la pédagogie, c'est l'art de la répétition, même avec deux intervenants. Donc, j'ai surligné la case uvéite. Avant tout, dans les biothérapies, c'est les anti-TNF, infliximab dans les atteintes sévères avec vascularite rétinienne, adalimumab à visée d'épargne cortisonique. Les anti-L1 ne marchent pas. Les anti-L6 seront utilisés après les anti-NF, d'autant qu'il existe un œdème maculaire. Alors, que retenir? L'uvéite de la maladie B7, c'est le plus souvent une panuvéite. L'atteinte du segment antérieur isolé est rare, classiquement hypopion. Et ce qui fait la gravité de la maladie, c'est la vascularite rétinienne qui peut se compliquer d'œdème maculaire. Sur le plan thérapeutique, à ma gauche, lorsqu'on est devant une atteinte sévère, menaçante, baisse d'acuité visuelle, œdème maculaire ou occlusion vasculaire avec œdème maculaire ischémique, il faut taper fort, corticoïdes et anti-TNF. Lorsque on est devant une résistance au traitement, bien penser au monitorage pharmacologique, rechercher les processus d'immunisation, rechercher des concentrations insuffisantes ou l'inobservance, et en fonction de ces éléments, choisir de switcher vers un autre anti-TNF ou le tocilizumab. Lorsqu'on est sur une uvéite postérieure non menaçante, classiquement, c'est corticoïdes et azatioprine qu'on va utiliser le plus souvent, mais il y a d'autres options. Le mycophénolate mofétyl qui est très rarement utilisé en France. On a parlé un peu d'acétylchosporine, on a parlé de l'interféron. Échec de ce traitement, ben, on passe aux anti-TNF. Et point important, la désescalade thérapeutique ne s'envisage qu'après 2 ans de calme oculaire et extraoculaire. Je vous remercie. Ah non, j'ai oublié quelque chose, un peu de publicité. Le 20e congrès international sur la maladie de B7 qui aura lieu à Marrakech fin septembre.